Au cours de la seconde quinzaine d'août 1914, un vent de déroute souffle sur la France. Depuis Mons et Charleroi, la ruée allemande irrésistible accumule les ruines. Le vaste mouvement de retraite décidé par Joffre, commandant en chef, prend une allure de défaite qu'accentue encore l'exode des populations civiles. Le 2 septembre, le fer de lance allemand, la cavalerie, est signalé à 25 km de Paris. Ces images, ces scènes ont déjà un demi-siècle. Et pourtant, pour beaucoup de Français encore, elles sont de l'histoire vivante. À la mobilisation, j'ai travaillé dans ce champ. Ensuite, j'ai toujours accompagné le lieutenant Péguy. Et à la bataille de la Marne, le 5 septembre, je fus blessé dans ce champ auprès du lieutenant Péguy, qui est mort ce jour-là. Monsieur Victor Boudon, qui était aussi aux côtés de Charles Péguy, près du puits de Puisieux, n'a pas oublié la mort du poète. Nous recevons l'ordre de nous porter en avant. À notre droite, le capitaine Guérin et le lieutenant Péguy. Nous partons à la baïonnette, face aux mitrailleuses allemandes qui nous canardent. Le capitaine Guérin tombe aussitôt. Le lieutenant Péguy a compris, se dresse, sort son épée du fourreau et nous crie. Le capitaine est tombé, je prends le commandement. Mais Péguy a compris le danger. Il a compris que face aux mitrailleuses allemandes, nous ne pouvons rien. Et il nous crie, couchez-vous. À ce moment, une balle le frappe en plein front. C'était le 5 septembre 1914 à 5 heures du soir. Ainsi, Charles Péguy n'a pas vécu le revirement extraordinaire qui, de cette armée battue, allait faire une armée victorieuse. L'idée initiale de la contre-attaque revient à Gallieni. Le défenseur de Paris pensa à profiter d'une déviation inexplicable dans sa ruée de l'armée von Kluck, qui découvrait soudain son flanc. À l'appel de Gallieni, Joffre stoppe la retraite à laquelle il avait fixé la Seine pour limite extrême. Jusqu'au 5 septembre, dans sa confortable résidence de Bar-le-Duc, le commandant en chef avait laissé passer l'orage avec un sang-froid absolu. En faisant le vide devant l'avance allemande, il a réussi à conserver l'essentiel de ses forces. Et le 6 septembre, il peut les engager dans une contre-offensive générale. Le miracle de la Marne, c'est d'abord le calme et la fermeté de Joffre. C'est ensuite le réalisme génial de la stratégie française. Le plus frappant exemple en est l'épopée des taxis de Paris. Réquisitionnés par Gallieni, ces taxis allaient transporter à 60 km de la capitale, à Nanteuil-le-Haudouin, et cela au tarif du compteur, l'effectif de 5 bataillons, 4000 hommes. L'appoint de ces troupes fraîches, en permettant de boucher une brèche dans le dispositif franco-britannique, devait être essentiel dans la bataille. Le miracle de la Marne, c'est enfin et surtout le moral extraordinaire du soldat français, qui semble avoir puisé dans un mois de défaite l'énergie surhumaine nécessaire pour redresser une situation apparemment désespérée. En quelques jours à peine, l'invincible armée allemande va être reconduite à coups de boutoir à une centaine de kilomètres en arrière, jusqu'à la ligne de l'Aisne. Duel monstrueux entre deux forces égales en importance et en valeur. Près d'1 million d'hommes, 3000 canons de part et d'autre. Holocauste géant qui n'apportera cependant pas une conclusion définitive à cette guerre. Mais l'invasion est stoppée. C'est au tour de la France d'accumuler les prisonniers. Le succès des armes a changé de camp et Joffre inscrit dans l'histoire son nom immortel. Plus tard, lorsque certains lui contesteront la paternité de cette victoire, il se contentera de sourire. On ne sait qui a gagné la Marne, mais je sais bien qui l'aurait perdue.
Les Allemands font payer à Reims leur défaite. La guerre ne fait que commencer. Après la Marne, elle va se stabiliser, s'incruster dans les tranchées, se perfectionner à coups d'inventions rusées comme le camouflage. Des esprits ingénieux et parfois farfelus penseront à assurer la protection du trop vulnérable fantassin. On verra naître timidement l'engin qui décidera finalement du sort de la guerre. À l'affolement du début succédera l'organisation de l'arrière, où les femmes, courageusement, prendront la place des absents dans toutes les activités nécessaires à la vie et à la défense du pays. En ce cinquantenaire où le courage des combattants de 14 est justement remis à l'honneur, il convient aussi de leur rendre hommage. Après la Marne, les femmes sont entrées dans la guerre, aux côtés de ces soldats transformés par le feu, si loin déjà des mobilisés un peu fantaisistes de la fleur au fusil.